Toi, t'es un franc-maçon. Ton écriture sur tes jeux de merde, là, où c'est la guerre, ça fait du mal, c'est l'écriture franc-maçonne, c'est le A maçonnique. Tu regardes sur Hamimza, Ramcha, un truc de franc-maçon, là, je sais plus. Rimam, .be ou un truc comme ça, un belge qui écrit ça. Voilà, ton écriture de con, tu peux te la garder. Si t'as pas compris ce qu'ils font aux gosses, je t'ai répondu aux commentaires, là, sous ton truc, là, qui veut rien dire. Ah, en fait, pardon, je vais pas dire toi que t'es pathétique comme tu m'as mis, mon pauvre Gadjo. Toi, tu dois rien savoir, tu dois juste vouloir défendre ce pauvre gars. Ça se trouve, tu sais même pas que ton roi il est maçonnique. Je peux pas te critiquer. En tout cas, tu sauras que tu utilises une lettre maçonnique qui représente les francs-maçons et que c'est des salopards de pourriture. Voilà. Je sais qu'à 25 ans, moi, je savais rien, hein, pas trop, quoi. Tu fais de la peine à ne faire que ne rien comprendre, à jouer à tes jeux vidéo, et puis bah voilà, tu découvres pas et moi je te prends de haut. Mais t'as été incisif dans ton message, c'est con, nous on essaye de réveiller pour les gens qui crèvent de faim, pour les gens qui sont abusés par les francs-maçons, et toi tu es en train de défendre un gars qui met le compas, l'équerre sur sa gueule, qui fait chier tout le monde sur TikTok, qui joue au justicieur, que c'est des pourritures ces mecs-là. Nous, on est en train d'étudier sur ça, là. Tu vois, on va partager plus tard sur Macron, sa grosse cicatrice dégueulasse au cou, qui est dégueulasse comme tout ce qu'ils font. Lis un peu, je vais te mettre des captures d'écran pour que tu finisses moins bête. On est là pour éveiller les gens, donc je vais pas t'agresser. Voilà. Regarde bien jusqu'au bout ce qui est écrit et c'était comme eux. Voilà, moi après, je suis pas devin, mon gars de Joe. Voilà, t'es juste un pauvre gars qui comprend pas. Pour moi, tu vas te dématrixer, tu seras avec nous. C'est un peu le but. Tu vois, on veut pas être contre les gens, nous on veut unia, union sacrée. Mais si t'es avec eux, bah écoute, je sais pas, moi je suis pas devin. Si t'as du sang sur les mains, c'est de ta faute. Regarde tout cela qu'on partage, ça y a rien de pathétique dans ce qu'on fait. C'est pour le bien, c'est pour l'amour, c'est pour révéler tous ces salopards avec leur triangle, leur œil, leur toge, qui ressemblent à rien. Hein. Bon bah toi ton compte Facebook machin là, TikTok, il ressemble à rien parce que on voit pas ta tête, tu parles de rien, tu partages des jeux, de la guerre, tu salis le monde. Mais t'y peux rien, je pense. Mais eux, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Donc je te mets le témoignage des enfants roches. Comme ça, tu te grandis un peu, puis vivement que t'aies 25-30 ans. Que tu nous rejoignes, t'as pas suivi les francs-maçons satanistes quand même, ou ceux qui prennent leur déguisement, ces Mongols là. Tu nous regardes ce témoignage, là, ça commence dans 10 secondes. Je me dépêche de te dire que je t'envoie de l'amour, qu'on est là pour s'aimer les uns les autres, et sois fort, tu vas y arriver. Bien, les origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de publier sur Internet, de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est fait épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme ont échappé à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédites déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses deux enfants. Il y a même Interpol et le FBI. Il nous a tout fait subir, de la perquisition à la menace de défenestration pendant ma garde à vue. Il nous a fait poursuivre par un ami à lui, qui est un juge d'instruction, par ailleurs connu pour être un museleur d'antipédophiles. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer menace de défenestration. Ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort? Tout à fait. Par qui? Par Hervé Mollès, qui est un gradé de la brigade de répression du banditisme du SRPJ de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je pourrais détailler davantage. Hervé Mollès? Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que cette affaire de fesses sur Internet, qui est quand même une affaire grotesque, qui est prétexte à nous garder dans le collimateur, qui a été prétexte à fouiller notre maison et à nous faire subir des interrogatoires serrés pour savoir ce que nous savions des activités de mon père au cours des 2 dernières décennies, ce qui était en fait le véritable enjeu de tout ce déchaînement. Cette affaire grotesque, donc, disais-je, n'est que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'elle a amené à la découverte d'un volet de l'affaire Allègre qui normalement aurait dû rester secret à tout jamais et qui a éclaté suite au fait que mon père, lorsque ces sites ont échappé à son contrôle, se sont retrouvés entre autres dans le magazine d'entrevue
plus tard dans François, a été saisi de panique, a fait chanter les mauvaises personnes, a obtenu par ce chantage à la fois des garanties écrites d'impunité offertes par la chancellerie et par le garde des Sceaux Dominique Perben, et donc s'est retrouvé par la suite terriblement menacé de mort par les forces qu'il a essayé de faire chanter, c'est-à-dire tous ses petits amis du système. Et donc suite à cela, veut nous déballer tout ce qu'il savait au sujet de ce fameux volet secret de l'affaire. Donc j'en étais à ce volet de l'affaire Allègre que nous n'aurions jamais dû connaître et qui serait normalement resté secret à tout jamais et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout. Craignant que ces sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris donc, par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perben en personne, il n'a pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur. Notre père est quelqu'un qui, depuis plusieurs décennies, était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionné en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images pour faire brécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Donc ce qui se passe, c'est que notre père se sentait sa vie terriblement menacée, parce que au moment où il a cru que sa carrière était ruinée du fait des fuites qu'il avait eues à propos des sites internet qu'il a fait paraître sur sa deuxième femme, il a fait pression sur Dominique Baudis, qui était un de ses amis personnels, pour s'assurer que cette affaire ne sorte jamais dans les médias audiovisuels. Et il est vrai que le pressbook que nous avons réuni contient des articles de presse écrite, mais que c'est très tranché. Les médias audiovisuels, pourtant prévenus, n'ont jamais traité cette affaire, donc il faut croire que Dominique Baudis, qui a assez d'influence pour s'inviter sur TF1 quand il veut, alors que François Hollande était prévu de plus longue date ce soir-là, a aussi assez de pouvoir probablement pour empêcher, du moins pour un temps, la sortie d'une telle affaire dans les médias audiovisuels. En tout cas, tout semble le corroborer. Et donc notre père nous a indiqué être allé voir Dominique Baudis, encore à Toulouse, comme quoi tous nous sur Toulouse, dans cette affaire, un week-end, pour exercer sur lui
des pressions, afin d'obtenir que les médias audiovisuels ne couvrent pas cette affaire, ce qui fut fait. Simplement, le problème, c'est que le chantage est une arme qui est à double tranchant, et que autant la manipulation déraisonnable de cette arme a permis à notre père d'obtenir dans un premier temps tout ce qu'il voulait, le non-traitement par les médias audiovisuels, le non-relayement de cette information, et puis les garanties écrites de la chancellerie, autant après l'avoir rassuré de cette manière et avoir attendu que les choses se tassent un petit peu, il semble que ce chantage très déraisonnable les menait à sa perte et les menait à sa mort. Donc il y a eu trois entrevues. Notre père savait où nous trouver. À Toulouse, il savait que nous étions étudiants, il avait nos certificats de scolarité. Voyant que le sol se dérobait sous ses pieds, ne sachant plus vers qui se tourner, je pense que malgré tout ce qu'il nous avait fait subir dans le passé, puisque bon, en France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système, je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à un quelconque malfrat. Voyez-vous, les criminels, au moins, ont un code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc, voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses 2 enfants, il est piteusement revenu vers nous. C'est ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisqu'il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Il nous a dit dès la deuxième qu'il était carrément menacé de mort. Par la suite, il a passé toute une nuit à brûler des documents et des photos. J'ai bien dit toute une nuit, pas simplement 1 heure. Et apparemment, il fallait à tout prix brûler ces choses. Ni la poubelle, ni le broyeur n'étaient suffisants. Nous ne savons pas s'il a brûlé tout ce qu'il avait en sa possession, mais il en a brûlé en tout cas au moins une partie substantielle. Et sa motivation pour cela était apparemment